Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Orange Grenadine, le podcast qui parle de carrière, de tech et d'entrepreneuriat. Aujourd'hui, on reçoit Aurélien Dononzio, ancien CEO d'Algar et actuel directeur, cofondateur de Scale Club, la business unit de The Bitcoin Society fondée par Eric Larchevêque. Bonjour Aurélien. Bonjour. Bienvenue dans Orange Grenadine. Merci. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas ? Pas de problème. Alors du coup Aurélien, 32 ans, j'habite à Lisbonne depuis 1 an, mais je suis lillois de base et je suis entrepreneur depuis un peu plus de 12 ans. J'ai commencé par un parcours qui avait complètement rien à voir. En fait, moi j'ai commencé dans le bâtiment. J'étais peintre en bâtiment au début et puis j'ai repris mes études et en fait j'ai créé ma première start-up Algar pendant ces études. Et c'est un projet que j'ai développé pendant un peu plus de 9 ans et quelques, quasiment 10 ans. Et j'en ai fait vraiment un service à l'échelle nationale. Algar, c'était un service qui aidait les gens à obtenir des permis de construire plus facilement, de manière digitalisée, parce que c'est un truc très compliqué en France. Pas qu'en France, mais surtout en France. Et voilà, donc j'ai développé cette boîte avec Maxime, qui était mon associé et cousin, et qui est toujours cousin. Et on a développé cette boîte, on a levé des fonds, on a recruté des équipes. Il y a eu des hauts et des bas. La boîte, elle a été rachetée fin 2023. Pas dans les meilleures conditions. J'étais assez transparent là-dessus. Et puis voilà, en parallèle, j'ai monté 2-3 autres petits projets. Et surtout, depuis 2 ans, là, je faisais du coaching pour des entrepreneurs plutôt débutants, même si j'avais aussi des entrepreneurs un peu plus avancés. Je les coachais sur leurs sujets stratégiques et opérationnels pour développer leur boîte. D'accord. Et c'est assez récemment, du coup, que j'ai rejoint une partie du nouveau projet de Eric Larchevêque, qui est The Bitcoin Society, et je dirige en fait une business unit de ce projet qui s'appelle le Scale Club, SKL Club. Très bien, on en parlera peut-être un petit peu après. Ouais. Qu'est-ce qui t'a amené vers l'entrepreneuriat naturellement ? Algar, ça a vraiment été mon projet principal. Moi, j'étais assez focus. Après, sur le côté, j'ai fait là du coaching, des petits bootcamps, mais pour l'instant, j'ai eu une seule grosse aventure entrepreneuriale qui m'a pris 10 ans, c'est Algar, et cette nouvelle maintenant avec Scale. En fait, c'était assez naturel pour moi. Si tu veux, quand j'étais dans le bâtiment, je savais que j'allais pas faire ce métier-là toute ma vie, parce que c'est un métier difficile, parce que c'est pas très valorisé aux yeux de la société, parce que tu gagnes pas énormément d'argent. Et donc, je savais que j'allais à un moment reprendre mes études. C'était pas naturel pour moi de faire des études. Dans ma famille, on n'avait pas fait d'études, etc. Mais je l'ai fait, j'ai fait un prêt étudiant de 40 000 balles, je me suis bougé, j'ai réussi à reprendre mes études, j'ai fait une très bonne école. Et en fait, j'ai lancé ma start-up parce que, au début, si je suis complètement honnête, alors j'avais cette envie d'entreprendre au fond de moi. Je savais que j'étais un profil créatif, bâtisseur et tout. Mais au début, j'étais en BTS, je finançais ma vie étudiante avec le prêt que j'avais fait. Et j'essayais de trouver un moyen de toucher le moins possible à ce prêt. Donc je faisais des jobs étudiants. Je livrais des sushis, je faisais des pizzas, je faisais plein de trucs. Et à un moment, j'ai un de mes profs de BTS, c'était un BTS en économie de la construction que je faisais pour devenir maître d'œuvre et diriger des chantiers, qui m'a dit, tous les ans, j'ai des étudiants qui font des permis de construire au black et qui aident les gens en fait en mode service, tu vois, ils se font de l'argent comme ça. Et donc, moi, je me suis dit, ah ouais, c'est pas con, c'est exactement notre programme de cours, donc je vais faire ça. Et donc, j'ai monté en fait un premier site internet, j'ai acheté des livres, je suis allé à la Fnac, j'ai tout lu ce que je pouvais sur l'entrepreneuriat, et j'ai commencé à avoir des leads, à faire de l'acquisition et à vendre une prestation de service. Donc, au début, c'était purement un truc en mode, ça va me rapporter de l'argent et je vais plus livrer de sushis. Tu as moyen de t'en sortir en tant qu'étudiant, en fait. C'est ça. Okay. Et en fait, j'ai pris goût. Et de mon petit truc de freelance, j'ai pris goût à le développer, à chercher des clients, à communiquer. Et en fait, 1 an après, j'étais encore en études. Je faisais une première levée de fonds de 500 000 € avec des investisseurs. Et c'est là où j'ai eu une révélation en me disant, en fait, je suis entrepreneur, tu vois. C'est sûr, j'ai envie de continuer, je kiffe, j'ai pas envie de continuer mes études dans la construction. Donc j'ai bifurqué après vers une école de commerce et tout. Mais j'ai continué à entreprendre en parallèle. Et aujourd'hui, je sais que c'est ce que je ferai toute ma vie, quoi. Construire des projets, construire des boîtes, c'est ce que j'aime, quoi. C'est ce qui t'anime aujourd'hui, ouais. Et tu dirais que c'est quoi le plus gros apprentissage que tu as retenu du début, qui t'a permis vraiment de te lancer et d'arriver là où tu en es aujourd'hui ? En fait, le plus gros apprentissage, c'est que tu peux lancer un projet, n'importe quel projet, en 24 heures, de manière très facile, tu vois. Algar, c'est devenu un truc très complexe, un service dispo partout en France, avec une plateforme, etc. Mais au début,
Ben, j'ai fait un site sur Wix, tu vois. J'ai fait un peu de pub Google, j'ai fait des relations presse pour faire parler de moi, et j'ai commencé à avoir mes premiers clients. Et c'était ça qui m'a mené après à lever des fonds, à rencontrer plein de gens, à rencontrer Eric, et à développer le projet, et que ça prenne 10 ans de ma vie et que ça me permette de changer ma vie. Parce que moi, l'entrepreneuriat a vraiment changé ma vie. Ça ne m'a pas rendu riche. La fin d'Algar, elle a été très compliquée, on pourra en revenir dessus, mais ça m'a rendu riche d'expérience, et ça, c'est un truc de fou, tu vois. C'est sûr. Donc, le plus grand apprentissage, c'est en fait, ça sert à rien de fantasmer un projet ou le fait de devenir entrepreneur ou je sais pas quoi, mais juste, ok, bah, comment tu fais pour lancer ta boîte aujourd'hui, même si c'est une version la plus minimale de ton projet et que c'est pas du tout la vision du projet que tu as en tête. Qu'est-ce que tu fais pour en fait lancer le truc et déjà avoir des clients? Moi, c'est ce qui s'est passé. Premier client, tac, 500 euros. Deuxième client, 1000 euros. Troisième client, 1000 euros. Et ça y est. Après, tu itères, tu construis ton truc, et c'est Tu parti. construis Quoi. petit à petit, client par client. C'est ça. Ça sert à rien d'essayer d'avoir toutes les réponses aux questions que tu te poses a priori. Il faut juste commencer à faire des choses et tu vas optimiser et tu auras les réponses a posteriori, quoi. C'est vrai qu'on a tendance, même dans les entrepreneurs que j'ai pu voir, certains, pas tous, ont tendance à vouloir avoir le produit parfait, lancer le produit parfait et acquérir les clients à partir de ce moment-là. Alors que toi, tu dis, c'est vraiment l'inverse, c'est lancer votre produit, votre service, même s'il n'est pas parfait, et itérer là-dessus. C'est ça. Tu disais qu'au début, c'était drivé par le fait de t'en sortir, donc de gagner de l'argent. Peut-être que cette motivation-là, elle a un peu changé après. Ah oui. Bah, moi, j'avais la croyance dès le début que je pouvais réussir à faire un gros projet. Quand j'ai lancé, au début, c'était pour me faire de l'argent. Et assez rapidement, c'était plus pour que ce soit juste un projet de freelance. J'ai revu des photos il n'y a pas longtemps où j'avais déjà fait des drafts de comment j'allais développer le truc de manière nationale et tout, tu vois. Okay. Et au début, je pense que j'avais une croyance de, les entrepreneurs qui réussissent, c'est pas des gens comme moi, tu vois. Ils ont fait des grandes études, où ils ont un réseau, leurs parents ils étaient déjà entrepreneurs, ce qui est vrai en partie, mais l'entrepreneuriat ça offre quand même, c'est le seul truc quand même qui offre un ascenseur social que tu trouves nulle part ailleurs. Moi il y a 12 ans, j'étais peintre en bâtiment, je gagnais 1400 balles, tous les jours j'avais ma gueule sur les chantiers à prendre de la poussière, et pourtant en me mettant en mouvement, en faisant des trucs simples, en apprenant, bah, j'ai réussi à faire des choses. Et en fait j'étais ultra déter et curieux. Tu vois, j'allais dans plein d'événements, j'organisais moi-même des apéros entrepreneurs à Lille pour me faire un réseau, pour connaître des gens. Je lisais tout ce que je pouvais. Je tapais à la porte d'entrepreneurs à Lille pour qu'ils passent du temps avec moi, pour m'expliquer ce qu'ils faisaient. J'étais en mode, c'est bon, je veux être comme vous, je veux faire ça, tu vois. Donc en fait, quand tu es déterminé là-dessus, tu trouves toujours les portes à ouvrir. Et toujours en étant dans l'action concrète, quoi. Moi, j'ai une qualité, j'ai plein de défauts, c'est que la distance entre mes idées et leur exécution, elle est inexistante. Si je décide de faire un truc, je vais le construire tout de suite. C'est une sacrée qualité en tant qu'entrepreneur. Ouais, c'est ça. Je réfléchis pas pendant des siècles a priori. Je suis tout de suite dans l'action, comment on le construit, comment je fais. Et du coup, j'ai déjà construit plein de trucs comme ça dont on n'a jamais entendu parler parce que ça n'a pas marché. Mais je m'en fous, tu vois. En fait, un entrepreneur, ça doit construire des choses, ça doit être dans le mouvement. Parfois, il y a des choses qui marchent, parfois, il y a des choses qui ne marchent pas, c'est pas grave. Mais il faut être concret et construire. Et puis, c'est pas le tout non plus, je pense, de lire des livres toute la journée et de se documenter un maximum. Au bout d'un moment, il faut committer, passer à l'action, quoi. C'est ce que tu as fait, du coup. Et d'ailleurs, je pense qu'il faut en fait lire des livres et lire des choses au moment où tu as besoin d'apprendre des choses. Tu as un problème spécifique, ok, bah, va trouver la ressource qui va t'aider. Mais passer ton temps à lire tous les livres business possibles et imaginables et ne rien faire, ça sert à rien. Et puis de toute façon, tu peux pas apprendre comme ça. Tu peux pas emmagasiner plein de savoirs et après ne pas avoir de cas d'usage pour appliquer ce que tu as appris. Il vaut mieux le faire à la demande, tu vois. Bien sûr. Ce qui fait la différence entre la connaissance théorique et l'expérience au final du terrain, qui n'est pas remplaçable, bien sûr. Exactement. Tu peux nous parler un petit peu d'Algar ? Ouais, alors Algar, ça a commencé sous un autre nom.
Ça s'appelait permettez-moi-de-construire.fr. C'est un nom qui nous a vraiment servi en fait, à se faire connaître parce qu'il y avait un jeu de mots avec le permis de construire et ça parlait aux gens. L'idée d'Algar, c'était d'aider les particuliers et ensuite les professionnels dans une démarche d'urbanisme pour obtenir un permis de construire, une déclaration de travaux pour ton projet d'extension de maison, ta piscine, ton garage, voire même ta maison. Donc au début, ça a commencé vraiment comme une activité de service. Quand j'étais tout seul, je te faisais un devis, je créais moi-même tes plans sur AutoCAD, sur les logiciels. D'ailleurs, je m'aidais de quelques personnes dans ma classe à l'époque pour ça, et moi, j'étais plus sur la partie commerciale. Et tu me payais, puis je te donnais ton dossier, tu allais à la mairie le déposer, et puis ma mission était terminée. Au fur et à mesure, ça s'est productisé, et on en a fait un mix entre un service et un produit. Donc il y avait toujours une partie service qu'on a scalé, et une partie produit où, au fur et à mesure, on a sorti une plateforme sur laquelle tu pouvais en fait suivre l'avancement de ton dossier de permis, suivre l'expédition de ton dossier à la mairie, retrouver tous tes documents officiels des mairies, des administrations de manière digitale, avoir des alertes, etc. Mais ça a pris du temps en fait. On ne l'a pas sorti dès le début. On avait déjà 1000 clients, on n'avait pas encore d'interface. On gérait tout par email. Tout manuellement. Voilà, on t'a envoyé ça. Après, on a commencé à ajouter un formulaire pour un peu standardiser la manière d'onboarder les clients. Ensuite, on a ajouté d'autres choses. Et après, on a ajouté cette plateforme et on a itéré petit à petit dessus. Donc, on a développé le service à l'échelle nationale. Je crois qu'on a eu quasiment 10 000 clients. Et on est devenu le service le plus efficace et le plus connu pour obtenir un permis de construire de manière digitale. On a vraiment innové là-dessus. On a même participé à aider les services de l'État dans les projets de digitalisation. On a été consulté par le ministère, etc. Bon, ils ont avancé, mais ils ont encore du taf. C'est ce que j'allais te demander, du coup. Est-ce que ça leur a permis de progresser un peu sur la partie digitalisation ou... Bah oui et non. En fait, depuis quelques années maintenant, tu peux déposer ton permis de construire en ligne. Le problème, bon déjà, il y a déposer le permis, c'est une chose, mais il y a élaborer le dossier. Et nous, notre service faisait les deux. On avait des équipes d'abord en interne et après on a scalé des équipes, on a monté des équipes à Madagascar. On avait 45 personnes à Madagascar, qui était notre bureau d'études en fait, parce qu'on n'arrivait pas à le monter en France, on n'arrivait pas à recruter, on n'avait pas assez de compétences. Donc on l'a monté là-bas. Et évidemment, économiquement, c'était plus intéressant. Et on avait la partie plateforme, digitalisation, on envoyait les dossiers partout en France, etc. Donc ils ont développé un truc qui te permet de déposer ton dossier en ligne, sauf que en fait, les collectivités territoriales, c'est décentraliser des services de l'État. Donc la loi, elle a prévu que chaque commune, il y en a 36 000, ait obligation de se munir de son propre service pour accepter un dépôt digital. Ce qui fait que tu as 36 000 guichets digitaux sur lesquels tu dois créer un compte à chaque fois. Wow. Donc quand tu es un particulier qui fait un dossier pour construire sa piscine et que tu le fais une fois, ça va. Quand tu es un professionnel qui dépose 45 permis par mois, en fait, c'est une galère. Et donc, nous, en fait, on est venu s'interfacer entre les deux en disant, nous, on est le guichet unique que l'État n'a pas réussi à faire. Vous déposez tout sur cette plateforme et nous, on gère derrière. Et donc, il y a des choses derrière qu'on a réussi à automatiser, d'autres qu'on n'a pas réussi. Mais en gros, nous, on avait un compte créé sur les 36 000 communes et on gérait pour le client, lui, avec qu'un seul guichet, une seule interface. Ouais. Donc ça a fluidifié les choses. On avait des gros clients B2B qui faisaient, par exemple, de l'installation de bornes de recharge pour des véhicules électriques que tu as sur les parkings d'hôtels, etc. Eux, c'était 2000 dossiers par an, tu vois. Donc en fait, en termes de suivi de logistique, et c'est là où on a fait évoluer notre produit, c'est qu'à la base, notre plateforme, elle servait à des particuliers. Donc c'était assez rare que tu aies un particulier qui ait plusieurs projets en même temps. Généralement, il faisait un dossier et puis 3 ans après, il faisait un autre truc, tu vois. Sauf que là, on passait de ça à des professionnels qui ont plein de dossiers à gérer en simultané avec plein de statuts différents. Donc on a fait évoluer le produit. Okay. Mais on l'a fait de manière itérative. Au début, on a gardé la même interface et on a mis un gros bouton, flèche, qui te permettait de switcher d'un compte à un autre. Donc tu avais un compte par dossier que tu avais. Et tu switchais de projet en projet. C'était la base du truc. Et après, on a fait évoluer le projet et tu avais tout dans la même interface et le même compte client. Tu vois.
D'accord. Ouais, j'imagine que ça a dû vraiment faciliter les choses, que ce soit pour les particuliers, mais surtout les professionnels, comme tu disais, Ouais, quoi. Un guichet unique et une interface simple qui permet d'avoir la vision de tous ces dossiers à c'est son endroit. ça. Ouais, C'est ça. C'était pas facile à expliquer comme valeur et le B2B, on l'a développé un peu tardivement, mais la valeur, elle était vraiment dans notre expertise métier, bureau d'études, d'élaborer des plans 2D, 3D, etc. Et notre expertise, en fait, produit, logistique, Mm. gestion du process administratif, parce que nous, on savait quelle mairie était plus chiante qu'une autre, qu'est-ce qu'ils allaient dire sur tel truc. On savait que, OK, il y avait un projet dans l'agglomération de Lyon, bah, sur tel projet, ils vont être relous. On leur a apporté ça, en fait. Ouais. Une expertise terrain aussi. Ouais. Ouais, très clair. Très beau projet en tout cas. Et donc après, tu es passé sur le projet de création de bootcamp de levetron.fr. Alors ça, c'est un petit projet que j'avais D'accord. fait. C'était juste un bootcamp que j'avais co-créé avec Oussama D'accord. Amar, qui était en fait investisseur de Algar à l'époque, via The Family. Donc ça, c'est un projet qu'on a fait une fois. On verra si on le renouvelle, mais on a fait un bootcamp pour aider les entrepreneurs en fait à lever des fonds. D'accord. Donc on a eu une vingtaine d'entrepreneurs et on a fait un bootcamp, on a fait des lives, on leur a donné des outils. Et moi, j'ai transmis mon expérience, parce qu'on a levé quasiment 6 millions avec Algar. Donc on les a aidés là-dessus. Et en fait, Algar, moi, ça s'est arrêté fin 2023. Si tu veux, on a fait notre dernière levée de fonds de série A en 2021 et on devait vraiment développer le B2B pour passer d'un modèle en fait, où on avait très peu de récurrence en B2C à un modèle avec beaucoup plus de récurrence. Mmh. Et au bout de 2 ans, en fait, ça avait pas, la croissance n'était pas au rendez-vous. Ça prenait plus de temps que prévu. On avait un problème de product market fit sur le B2B que je pensais pas avoir. Et surtout, moi, ça faisait quasiment 10 ans que je développais cette boîte. Et en fait, j'étais usé. J'en pouvais plus. J'en avais marre. Le sujet me passionnait plus. Ouais. J'avais plus envie. J'étais fatigué. J'étais à cran. J'en pouvais plus. Donc, on s'est dit avec mon associé, OK, 2023, ce sera notre dernière année. Quoi qu'il arrive, on va essayer de vendre la boîte. Et en fait, à ce moment-là, on parlait déjà avec des grands groupes qui nous regardaient, qui étaient vachement intéressés pour nous intégrer. Et donc, début 2023, on a réuni notre conseil d'administration et on leur a proposé de mandater une banque d'affaires et d'avancer vers un process d'acquisition, parce qu'on avait déjà pas mal de pistes. Okay. On a lancé ça, ça a duré 8 mois. En parallèle, on a fait quelques procédures avec le tribunal de commerce, parce qu'en fait, on avait levé de la dette aussi. Et donc, on a fait en sorte de geler cette dette provisoirement, parce qu'en fait, le chiffre d'affaires, il décollait moins vite que ce qu'on pensait, donc ça commençait à être asphyxiant. Et on voulait se donner du temps jusqu'à l'acquisition de la boîte. Et la boîte était quasiment à l'équilibre, on était quasiment rentable, mais on avait cette dette qui venait en fait... pesait. Et en fait, on a avancé sur le process, on est allé très loin avec certains grands groupes français. Je suis allé jusqu'au rendez-vous avec le DG Europe sur un groupe du CAC 40. Et en fait, finalement, il n'y a pas eu de deal. À la fin, tout le monde a droppé et nous a dit, en fait, on ne veut pas racheter une boîte qui fait 1,5 million, qui est juste à l'équilibre, mais qui a plus de 2 millions de dettes. En fait, ça aurait pu, mais à leurs yeux, on n'avait pas une valeur technologique suffisamment forte ou stratégique suffisamment forte pour se dire, OK, on les rachète même avec la dette, c'est game changer pour notre business, on le fait. Ce n'était pas le cas. Donc, il n'y a pas eu de deal. À ce moment-là, moi, j'avais des échéances que j'avais négociées avec les investisseurs parce qu'ils devaient remettre un peu d'argent. C'était un bridge, en fait. Donc ça, c'était conditionné au fait d'obtenir une intention d'achat. La dette qui était gelée, c'était conditionné aussi. Donc, en fait, au 30 octobre 2023, si je n'avais pas une lettre d'intention de rachat, c'était la merde. Ouais, je vois. Et à ce moment-là, on a convoqué notre board. Et en fait, moi, j'étais fatigué. J'avais plus envie de me battre. Je voulais passer à autre chose. Donc, on s'est résigné. Et j'ai dit à mes investisseurs, c'est soit vous refinancez la boîte, mais vous mettez un autre CEO, parce que moi, je suis out. Soit on la met au tribunal. Et on sait que parmi les acheteurs qui ont regardé, il y en a au moins un qui rachètera la boîte à la casse. Okay. Et donc, on est parti sur cette piste-là. La boîte, elle a été rachetée par Groupe NAT en décembre. Moi, je suis resté 2 mois après en freelance pour faire la transition. Je devais rester 6 mois à la base. Au bout de 2 mois, j'ai dit OK, stop. Et je suis parti, je me suis lancé dans le coaching. Ok, donc c'est là que tu as fondé ADN Coaching. Ouais, c'est ça. Tu peux nous en parler aussi ? Ouais, du coup, ADN Coaching, moi, de manière très humble, je me suis dit, j'ai appris plein de choses. Il y a plein d'entrepreneurs qui me demandent des conseils.
je vais coacher des entrepreneurs à lancer leur boîte. Donc au début, j'étais vraiment sur des gens qui partent de zéro, qui ont une idée, je les aide à la concrétiser, à se lancer, à faire une première version, à trouver leurs clients, etc. Après, j'ai eu des entrepreneurs beaucoup plus développés. Mais sur 1 an et demi, j'ai accompagné une 60aine d'entrepreneurs sur des business très variés. Je prenais à la fois des startups, à la fois des freelances, à la fois des PME, sur tout secteur d'activité, parce que je voulais vraiment avoir un regard extérieur. J'en ai eu quelques-uns sur mon secteur, sur le BTP, mais en fait, je ne voulais pas en prendre tant que ça, parce que déjà, je voulais un peu varier. Je pense que tu étais fatigué du secteur Voilà, aussi, peut-être. 10 ans de permis de construire, peintre avant, c'est Tu bon. voulais peut-être voir autre chose. Voilà, donc j'ai eu des gens dans la cosmétique, e-commerce, des bureaux d'études, j'ai eu des freelances, des coachs, des trucs improbables. Et en fait, j'ai pris énormément de plaisir à les coacher. J'avais créé une offre, voilà, sur 3 mois. On faisait un appel de coaching tous les 15 jours, une ligne WhatsApp avec moi dédiée 7 jours sur 7 pour qu'ils m'envoient des questions. Après, j'ai créé une communauté entre les coachés. Je faisais des office hours aussi toutes les semaines en groupe. Et puis voilà. Et en fait, j'ai déménagé à Lisbonne il y a 1 an et je me suis consacré à fond à ça. Si tu veux, moi, je voyais le truc en mode, OK, le coaching, ça va être une transition avant de remonter une autre boîte. Même si j'adore ça. Parce que tu faisais ça en mode freelance, du coup. Ouais, freelance. Ouais, okay. J'étais passé j'étais usé de ma startup, ça faisait 10 ans, à OK, je me casse vivre à Lisbonne, je bosse pas trop, je me retape, je reprends soin de moi. Tu vois, moi, j'avais pris plus de 45 kilos sur la fin d'Algar. J'en ai déjà perdu 25. Il reste un peu de taf. Mais j'étais en mode, c'est ma vie de solopreneur, chill. Jusqu'au jour où Eric m'a appelé pour me dire back in business. Back in business, et justement tu vas nous en parler maintenant. Ouais. Donc tu as intégré tout récemment, et ça a été annoncé par Eric Larchevêque en grande pompe à Paris, d'ailleurs j'ai regardé la keynote, c'était excellent, de The Bitcoin Society. Faut savoir que Eric, c'était un des premiers investisseurs de ma startup. En 2018, il est venu faire une conférence à Lille. Il y avait un concours de pitch auquel j'avais participé, il était dans le jury. Et en fait, après l'événement, je lui ai envoyé un mail et je lui ai dit moi, je cherche des business angels comme toi. Et donc, on s'est rencontrés, il a investi dans ma boîte, et il était au bord de la boîte. Et c'était vraiment mon mentor, quoi. J'ai passé énormément de temps avec lui. Bien avant qu'il soit médiatisé et tout sur M6, il me coachait. Et donc, on est resté en bon contact et tout. Et un jour, il m'envoie un message pour me dire est-ce que je peux t'appeler pour te parler d'un projet ? Je dis ouais, pas de problème. Et donc là, il m'a pitché le projet global, la big picture, et la business unit qui est Scale que je dirige aujourd'hui. Et donc The Bitcoin Society, donc c'est le nouveau projet d'Eric sur lequel il veut consacrer maintenant tout son temps. Après avoir fait Ledger, il avait aussi eu une phase plus accompagnement des entrepreneurs, mais un peu plus chill aussi pour lui, à un niveau beaucoup plus élevé que le mien. Et The Bitcoin Society, c'est une société cotée en bourse, sur Euronext, la bourse de Paris. Et ça a une vision, en fait, il y a 3 piliers, si tu veux, dans The Bitcoin Society. Déjà, la mission, c'est vraiment d'apporter de la liberté financière aux gens, de l'éducation, les réunir autour de valeurs communes et, en fait, diffuser des messages de liberté individuelle, de responsabilité individuelle, d'entrepreneuriat en France, mais dans le monde entier. Et donc, il y a 3 piliers. Il y a un premier pilier qui est en fait construire et accumuler un trésor de Bitcoin. Un deuxième pilier qui est la Network Society. En fait, l'idée, c'est de fédérer un nombre de gens le plus grand possible autour de ces valeurs, de leur apporter de l'éducation. Et un troisième pilier qui est les business units, dont fait partie Scale. Les 3 piliers, ils sont réunis. En fait, plus le trésor Bitcoin sera important, plus en fait économiquement The Bitcoin Society pourra avoir du poids et pourra en fait éventuellement peser en fait à la table des négociations en France mais aussi à l'étranger, économiquement et politiquement, par cette Network Society avec tous ses membres pour pouvoir aussi réaliser des actions coordonnées et impliquer un maximum de personnes dans cette Network Society qui est directement relié à ce trésor Bitcoin. Et le troisième pilier, les business units. Donc aujourd'hui, il y a un club investisseur et un club entrepreneur. Moi, je dirige le club entrepreneur. L'idée, c'est d'apporter en fait, tous les outils aux entrepreneurs pour qu'ils puissent devenir meilleurs dans un environnement qui est de plus en plus compliqué et toxique.
en fait, les entrepreneurs, ils ont besoin de s'affûter, quoi. Et donc, Scale, c'est vraiment ça, sa mission, c'est apporter tous les outils, l'expertise, le réseau et tout ce dont les entrepreneurs ont besoin pour devenir meilleurs. Et en fait, le revenu de Scale, de la business unit Scale, le bénéfice de cette business unit sera lui-même converti en Bitcoin et viendra alimenter le trésor Bitcoin dans The Bitcoin Society. D'accord. Donc c'est comme ça que tout est lié en fait. C'est ce que disait Eric, je crois, lors de la conférence. C'est un cercle vertueux au final. Exactement. Où chaque business unit, chaque élément de la société va au final financer l'autre et faire un cercle vertueux. Scale est un produit commercial en fait de The Bitcoin Society parce que c'est une société, il faut bien que ça gagne de l'argent. Bien sûr. Et en même temps, ça existe parce que pour atteindre cette vision, cette mission d'apporter aux gens de la liberté financière et tu vois, de la responsabilité individuelle, etc., quoi de mieux que le faire par l'entrepreneuriat. Et donc, pour le faire par l'entrepreneuriat, il faut être bon, il faut devenir un meilleur entrepreneur et c'est pour ça qu'il y a Scale. D'accord. Et c'est quoi les prérequis pour entrer dans Scale ? Aujourd'hui, je suis entrepreneur, moi par exemple, freelance ou plus gros entrepreneur, on va dire. Je veux rentrer dans Scale pour avoir du réseau. Comment ça se passe ? Alors, déjà, Scale, il a été pensé pour des entrepreneurs qui sont déjà lancés. D'accord. Tu peux être au début de ta boîte, tu peux être freelance, faire 2 000 € par mois et avoir envie de développer. On n'a pas fait de filtre sur le type d'entrepreneur. C'est un risque, mais on veut réunir en fait le maximum d'entrepreneurs. On dit vraiment que Scale, c'est le club de tous les entrepreneurs en quête de croissance, qui veulent vraiment être dans le mouvement, dans l'ascension. Donc, tu peux être freelance, solopreneur, tu peux être consultant à ton compte, tu peux être dirigeant d'une PME ou d'une TPE, tu peux être commerçant, tu peux être artisan, tu peux avoir une start-up, peu importe, parce que le contenu a vraiment été designé pour que ça puisse t'aider quel que soit ton type d'entrepreneuriat. D'accord. Donc dans Scale, en fait, tu vas trouver plusieurs choses, dont la partie réseau. Déjà, tu vas être entouré de tes pairs PAIR, et ça, quand on entreprend, en fait, on sous-estime à quel point c'est important. Parce qu'on parle toujours de mentoring, etc. Mais en fait, avoir des gens autour de toi qui développent des boîtes, dont certains sont au même stade de développement que toi et dans le même secteur, ça te fait gagner des années, en fait. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la partie plus éducation. Dans Scale, on propose une 40aine de formations vidéo sur tous les secteurs qui ont été tournées en fait, par des experts qu'on a sélectionnés. En fait, on a sélectionné 40 experts, on les appelle les spécialistes. C'est un peu comme une équipe de médecins spécialistes. Peu importe là où tu as mal dans ton business, on a un spécialiste pour t'aider et soigner ta boîte. Et en fait, on a des spécialistes en marketing, en acquisition, en communication, en vente, en fiscalité, en recrutement, en management, en leadership, en mindset, en tout ce que tu veux. Et ces 40 spécialistes, ils animent en fait des lives quotidiens. On a entre 2 et 3 lives par jour, toute l'année. Ça fait plus de 650 lives sur l'année. C'est énorme. Sous 3 formats différents, des masterclass, des sessions questions-réponses et des sessions hot seat, donc des coachings en petits groupes. Donc masterclass, tu viens, il y a un spécialiste qui te déroule une masterclass de 45 minutes, 1 heure sur un sujet précis pour t'apprendre un truc. Q&A, tu viens, en fait, Q&A aujourd'hui avec Juliette, experte sur la communication, tu viens poser tes questions. Et hot seat, c'est réservé à 25 personnes. Tu viens en visio, tu exposes ta problématique devant les autres. L'expert, il est là pour te coacher, pour te challenger. Et les autres présents, en fait, sont là aussi pour te challenger et faire marcher l'intelligence collective. Donc ça, c'est des lives auxquels tu as accès tous les jours, toute l'année. Évidemment, tu ne fais pas les 3 lives par jour, sinon c'est que tu ne bosses pas, quoi. Mais tu as accès à tous les replays. Donc c'est là où je te disais tout à l'heure, ce qui est important, c'est d'apprendre les choses à la demande. En fait, là, j'ai un problème d'acquisition. Je vais regarder cette semaine s'il y a un live acquisition ou s'il n'y a pas un replay qui a été fait. Et je vais pouvoir avoir la réponse à mes questions et régler mon problème. Donc ça, c'est vraiment le fondement de Scale. Et après, il y a d'autres choses. Il y a un 4e type de live où c'est des guests. Tous les mois, on accueille 1 ou 2 entrepreneurs à succès qui a scalé sa boîte et qui vient en fait faire un live pour les membres, raconter son parcours et répondre aux questions des membres du Scale Club. Donc là, on en a déjà booké plusieurs. Le premier sera en décembre. C'est David Bernard, qui est CEO de Assessed First. C'est une boîte dans le recrutement et il fait un peu plus de 18 millions d'ARR. On en a un deuxième qui est Guillaume Sprier, qui a créé un site e-commerce de meubles qu'il a revendu à un grand groupe. Donc là, tu vois, c'est une deuxième typologie de boîte.
On a Guillaume Moubèche en février, qui est assez connu, qui va venir également. Et en janvier, on reçoit Tony Parker, qui va nous parler à la fois de sa carrière sportive, qui est exceptionnelle, et de son parcours d'entrepreneur, parce qu'il a créé plein de boîtes et il a investi aussi dans plein de boîtes. Donc tous les mois, on va essayer en fait d'avoir des entrepreneurs, parfois des stars, tu vois, très connus, parfois des inconnus complets, mais qui ont fait une boîte. On a aussi Fabien Prêtre, qui est le CEO de Fulfiller. Il avait fait une imprimerie en ligne, il a revendu plus de 10 millions à Vistaprint, et il a décidé de refaire la même boîte. Et en fait, en 2 fois moins de temps, là, il a atteint la même valorisation. Donc lui, c'est une très belle PME digitale, donc il vient aussi dans le club. Et après, tu as la partie tout réseau, communauté. On va organiser des événements aussi en physique à Paris et plus tard dans les grandes villes de France. C'est ce que j'allais te demander, ouais. Voilà. Et après, tu as un accès dans Scale Club qui s'appelle Elite, qui lui est vraiment réservé à des entrepreneurs plus développés, au-dessus de 500 000 euros de chiffre d'affaires, où là, tu as davantage de live, tu vois, dans l'offre basique, c'est pas l'offre pour tout le monde qui s'appelle Business. Tu as des lives aussi avec Eric tous les mois, où il vient répondre aux questions. Dans Elite, tu as des lives en beaucoup plus petits comités. Tu as un mastermind aussi chez Eric de 2 jours. Tu as des dîners privés qui sont organisés. C'est vraiment là le cercle le plus exclusif pour des entrepreneurs plus développés qui veulent venir faire du réseau et créer des opportunités, quoi. D'accord. Mais déjà, on va dire que la première partie permet déjà de bien démarrer et de bien s'entourer. Tu as énormément de choses. Ouais, c'est énormément de choses. On l'a pensé. Moi, j'ai été entrepreneur, j'ai accompagné des entrepreneurs, Eric aussi. On a pensé, OK, c'est quoi le nouveau modèle d'accompagnement des entrepreneurs ? Parce qu'aujourd'hui, tu as des incubateurs, tu as des accélérateurs, tout n'est pas super qualitatif. Tu n'as rien qui réunit tous les types d'entrepreneurs. Parce que si tu vas dans un incubateur, en fait, il faut que tu sois de la Startup Nation, tu vois, sinon il n'y a pas. Tu n'auras pas de freelance dans un incubateur, à part qu'il bosse dans la startup dans laquelle il est. Mais... Exactement. Donc, on a pensé à tout ça et on s'est dit comment on crée le club de tous les entrepreneurs et quelles valeurs ont besoin les entrepreneurs. Rompre la solitude, tu as besoin de réseau. Tu as besoin d'inspiration, tu as besoin de gens qui ont réussi, qui viennent te motiver. Tu as besoin d'expertise, de réponse à tes questions, à tes problèmes. Tu as besoin de connecter aussi avec des gens en physique, puisque c'est bien la visio, mais tu vois, de temps en temps, aller rencontrer les gens, c'est cool aussi. C'est clair. Donc, on a essayé de réunir tous ces éléments pour créer le meilleur club pour les entrepreneurs. En tout cas, j'espère que les gens vont kiffer parce qu'on a bossé dessus comme des oufs. Et moi, je sais que c'est la boîte à outils de l'entrepreneur dont j'aurais rêvé quand j'ai lancé Algar, quoi. Ça réunit tout ce dont tu peux avoir besoin. Non, c'est clair, c'est clair. Et puis tu peux venir avec ta problématique, et puis peut-être quelqu'un est déjà passé par là, comme tu disais, donc tu t'appuies sur l'expérience de quelqu'un d'autre, ça va te faire gagner du temps, ça va te faire gagner de l'argent, des efforts. Exactement. Non, c'est clair. Et parfois, tu as juste besoin de la bonne personne au bon moment, qui va te présenter la bonne personne, qui va déclencher la bonne opportunité et qui peut complètement changer ta trajectoire. Moi, je l'ai eu plein de fois avec Algar. Tu vois, le fait d'avoir rencontré Eric, ça m'a ouvert plein de portes, ça m'a débloqué des choses incroyables. Mais les entrepreneurs sont un peu seuls, tu vois. Ils savent pas trop. Alors, c'est bien, tout le monde est sur LinkedIn, etc. Mais concrètement, comment on fédère les entrepreneurs ? Parce qu'aujourd'hui, c'est de plus en plus compliqué d'entreprendre en France. Il y a quelques années, ça avait commencé à changer, l'entrepreneuriat, ça commençait à être bien vu. Aujourd'hui, on commence à réentendre la petite musique de les entrepreneurs, c'est des voleurs. Exactement. On parle plus de taxes que d'innovation. C'est bon, quoi. Il faut se battre pour changer ça. Et justement, The Bitcoin Society est né de ça, de ce que j'ai compris. Exactement. Ouais. Donc c'est né de cette vision un peu de la France. Qu'est-ce que tu en penses, toi, aujourd'hui, si tu peux en parler, mais... Moi, maintenant, je le vois de l'extérieur. Quelle est ta lecture, quelle est ta lecture de l'entrepreneuriat en France Mais je précise, c'est pas parce que j'habite au Portugal que j'en ai rien à foutre de la France. On n'a pas dit ça. Non, mais des gens pensent ça, tu vois. Ouais, mais t'habites plus en France. Ouais, mais je suis français. Les gens font des raccourcis. Je vis souvent en France, je fais du business en France. Bien sûr. Et moi, je trouve ça vraiment triste de voir, d'un point de vue extérieur, ce que devient la France sur ces sujets-là. Les gens n'ont plus d'espoir, croient plus en rien, il n'y a plus de vision en haut, tu vois, niveau étatique. Donc en fait, qu'est-ce que tu veux, fédérer les gens et faire en sorte qu'ils créent de la valeur quand tu leur mets de plus en plus de taxes, quand tu fais tout pour les faire partir. Tu vois, le Portugal, là, je ne dis pas que tout est parfait, mais ils ont baissé les impôts, ça a fait venir plein de gens qui créent de la valeur, et là, pour la 2e année consécutive, ils sont en excédent budgétaire.
exactement l'inverse qu'est en train de faire la France, Bien qui, sûr. elle, augmente les impôts, fait se barrer les gens. Et c'est un truc que Eric disait la dernière fois qui est très juste. En fait, le danger, c'est pas de voir des riches partir, c'est de voir des gens qui sont pas encore riches, qui n'ont pas encore commencé à entreprendre, mais qui commencent à entreprendre. Ceux-là, j'en ai des dizaines autour de moi qui se disent « c'est bon, je me casse ». Parce qu'en fait, ça sert à rien de démarrer un projet en France, Ouais. on ne veut pas de moi. Et c'est ça qui est super dangereux. Je vais devenir riche ailleurs, quoi. Mais ouais, c'est les futurs millionnaires qui se barrent. C'est pas les très riches. Bernard Arnault, il va pas se barrer, tu vois. Non. Donc c'est ça qui est dramatique. Mais bon, je pense qu'il n'y a pas de fatalité, que ça peut changer, que la France, elle a énormément d'atouts, mais que les entrepreneurs, c'est le moment là où ils doivent se serrer les coudes, se fédérer et en fait avoir une voix. Et c'est ça qu'offre The Bitcoin Society aussi, c'est de réunir des gens qui sont autour de ces valeurs-là pour se faire entendre à un moment. Parce que là, on subit, c'est OK, mais ça va devenir quoi si on ne se bat pas pour continuer à innover? La France, ça va devenir un musée où on mange très bien, où les croissants, ils sont super, mais où il n'y a rien d'autre, il n'y a plus d'innovation, il n'y a plus d'entrepreneurs qui veulent créer des choses. Très clairement. Franchement, ça ferait chier. C'est clair, surtout qu'on a des belles boîtes. Je vais oui. prendre un exemple assez extrême, mais si on regarde Mistral, par exemple, c'est quand même le champion français, même européen de l'IA. On a quand même des belles boîtes, des belles opportunités, des beaux profils, on a les compétences, on a les bonnes écoles. C'est clair que c'est dommage de voir tout ça voler en éclats. En fait, les entrepreneurs français, ils sont très bons. Et d'ailleurs, il y a plein d'entrepreneurs français qui sont dans la Silicon Valley qui cartonnent. Et en fait, c'est pas que les Américains sont meilleurs que les Français, c'est l'environnement. Si je te mets dans un environnement pourri, je dis pas que tout est pourri, mais dans un environnement, tu vois, où on te dit que tu es un voleur, on te taxe de plus en plus, où tout est compliqué administrativement, tout est compliqué au niveau des normes, en fait, tu es moins efficace que dans un paradis. Et j'ai vu dernièrement une news qui m'a franchement fait sauter au plafond. Ils ont sorti une nouvelle norme pour les ostréiculteurs. Donc, c'est les gens qui font de la culture d'huîtres. Ils ont un métier pas facile. Les mecs, ils se lèvent à 4h du matin pour aller sur les bassins. Et la nouvelle norme, c'est tous les bateaux en dessous de 12 mètres doivent obligatoirement comprendre des WC. Et donc, je voyais une vidéo dans une news où tu avais un couple sur un bateau, mais une barque, tu vois. Et c'était on est bloqué. En fait, la loi, maintenant, nous impose d'avoir des WC, mais on ne peut pas objectivement mettre de WC sur cette barque. Donc, en fait, on doit faire une demande de dérogation pour ne pas être concerné par cette nouvelle loi. Et t'es là, mais c'est qui le mec qui a pondu ça, qui va faire chier ces gens qui ont déjà un métier difficile, qui se battent, et leur faire passer du temps pour faire un formulaire pour pas qu'ils aient à mettre des chiottes sur leur bateau? C'est clair. C'est quoi le game, tu vois? À un moment, quand est-ce que ça s'arrête, ces conneries, quoi? Non, mais c'est un non-sens. C'est comme les taxes aussi sur les baignoires, ce qu'on a entendu récemment. Mais ne vont être concernés que les gens qui ont l'eau courante. Bande de nantis, vous avez l'eau courante et une baignoire. Ouais, et puis bientôt l'électricité aussi, on sera considérés comme des nantis. C'est effrayant, c'est nos limites. C'est chercher de l'argent un peu là où il y en a. Mais vraiment de faire mais comme tu disais, zéro vision des poches, quoi. Et zéro vision derrière, zéro à part vision, brûler de l'argent, quoi. Là, il y a un nouveau budget, c'est je sais pas combien de milliards en plus de taxes. Il n'y a aucune remise en question du modèle, de dire en fait, il faut donner de l'air aux gens, il faut moins les taxer, comme ça ils restent, ils sont plus productifs, ils créent de la valeur. Et tu as toute une partie de la société et du camp politique de gauche, voire d'extrême gauche, qui continue dans la narrative de il faut taxer, ceux qui gagnent de l'argent, c'est des voleurs, c'est des nantis, alors que la plupart du temps, ces gens n'ont jamais créé de valeur de leur vie, ils n'ont jamais créé ou dirigé une boîte, ils sont eux-mêmes payés par de l'argent public pour être députés. Et tu en as certains qui font sûrement bien leur travail, mais tu en as beaucoup où tu te demandes en fait pourquoi notre argent il paye ça, mais qui passent leur temps et leur journée à dire que les entrepreneurs sont des voleurs, quoi. Donc ça explique bien, en tout cas, l'origine et la vision derrière The Bitcoin Society et de Scale Club, qui vise à connecter un peu ces gens-là, un peu les reclus de la société française, entre guillemets. Ceux qui veulent se battre, mais qui veulent s'en sortir, mais qui sont considérés comme des reclus par les politiques, par la classe politique. C'est ça, et même quand tu es freelance, tu vois, on ne parle pas de boîtes qui font des milliards. Quand tu es freelance auto-entrepreneur en France, tu payes ton URSSAF. Donc, c'était 21%, je crois, c'est passé à 23%, ça va monter à 26%. C'est à 23%, ouais, je crois. Voilà.
Dès que tu passes 39 000 euros de chiffre d'affaires, tu as la TVA. Et après, tu as tes impôts. Donc, en fait, quand tu factures un truc en auto-entreprise, tu ne gagnes que 40%. Tu donnes 60% entre TVA, URSSAF et impôt sur le revenu. Donc, même un petit auto-entrepreneur qui se lance, on veut le massacrer. Moi, quand j'ai arrêté Algar, j'ai rien touché à la fin. J'ai pas eu de chômage. J'ai pas gagné 1 euro de la vente de la boîte. J'ai même rendu mon appartement et vendu tous mes meubles. Alors, j'ai des super copains, tu vois, donc ça va, j'en ai pas souffert. J'ai relancé un truc de coaching. Tu vois, j'ai demandé de l'argent à personne. Bien sûr. Et en fait, tu te prends direct toutes ces taxes et toutes ces cotisations. Alors qu'au final, t'es pas plus riche, en fait. Tu non. regardes. Non. T'essaies juste de lancer ton petit business, de vivre, quoi, tout simplement. Et là, tu sais, il y a eu plusieurs projets de loi où on veut abaisser le seuil de TVA des auto-entrepreneurs. Comme ça, on peut aller encore un peu gratter. Il faut arrêter, c'est bon, stop. Foutez la paix aux auto-entrepreneurs qui, eux, veulent créer leur première activité. Et en plus, comme moi, je l'ai fait sur la start-up, c'est souvent le premier pas d'un entrepreneuriat qui peut devenir beaucoup plus gros, créer des emplois, etc. Tu commences par de l'auto-entreprise, après tu crées ta société, tu embauches des gens. Mais si on te casse les pattes dès lors que tu commences à facturer 4 euros, c'est bon. Non, faites plus rien, quoi. Ça donne pas envie aux gens. Pas du tout. Aujourd'hui, les gens se disent ça vaut pas le coup. Non, ça vaut pas le coup. En tout cas, c'est le message qui est envoyé, quoi. Ouais, c'est le message qui est envoyé. Et le message contraire que tu veux aussi brander au travers de The Scale Club. Et je trouve que c'est une belle mission en tout cas, et ça arrive au bon moment en tout cas. C'est ça, c'est le bon moment, et c'est dans ce moment-là où c'est un peu l'hiver de l'entrepreneuriat où il faut développer des initiatives. Ouais. Et c'est porté par un entrepreneur qui a créé beaucoup de valeur en France. Tu vois, Eric, il a fait 10 boîtes. Il a investi localement dans sa région à Vierzon. Il a créé des écoles. Il a créé une fondation. On peut avoir la haine des riches, mais on ne peut pas ne pas reconnaître que ce mec crée de la valeur et se bat pour les entrepreneurs français. Tu vois. Et je pense que ce soit porté, mais tu vois, comme Xavier Niel l'a fait avec Station F, que ce soit porté par des individus et plus des collectivités, je trouve que ça change tout. Parce que souvent, tu as de l'accompagnement gratuit. Et pour moi, ce qui est gratuit n'a pas de valeur. Là, au moins, c'est un privé. Scale Club, c'est pas gratuit. Et en fait, tu viens, tu payes. Et c'est ta responsabilité individuelle d'en faire quelque chose. C'est pas la collectivité paye pour toi et peu importe si tu en fais quelque chose, c'est payé. Non. Bien sûr. Tu payes Scale Club, si tu fous rien, ça changera rien pour ta boîte. C'est comme moi en coaching avec mes clients. Je fais toujours un disclaimer. Je dis OK, acheter un coaching, c'est pas une baguette magique. Ça se trouve, tu feras rien. Si tu bosses pas, il se passera rien pour toi. Par contre, si tu achètes le coaching et que tu t'impliques, tu peux changer ta vie, tu peux changer ta boîte. C'est comme un coach sportif. Tu prends un coach sportif, c'est pas parce que tu lui donnes de l'argent que le lendemain, tu te réveilles et tu as des abdos. Il y a du travail, en fait. Tu peux payer la salle de sport et jamais y aller aussi. Voilà. Et c'est pour ça que ça m'énerve qu'on fasse des promesses qui peuvent pas être tenues. Tu vois, dans le milieu de l'infopreneuriat, il y a beaucoup... alors même s'il y a des gens qui exagèrent parce qu'ils voient tout de ce prisme-là, de infopreneur, formation, c'est pas bien, c'est des arnaques, je sais pas quoi. Il y a un moment, se former sur un sujet pour développer ta boîte, il y a rien de mal. Hein. Et payer pour ça, il y a rien de mal. Mais par contre, il faut pas faire de promesses débiles aux entrepreneurs, quoi. Si tu es un vrai entrepreneur, normalement, tu sais que si tu bosses pas, il va rien se passer pour toi. Et que peu importe la formation, le coaching, le club auquel tu adhères et que tu payes, t'as rien sans rien. De toute façon, ça va se voir si la personne en face n'est pas assez terre à terre ou fait des belles promesses. Au bout d'un moment, ça se verra de toute manière. Ouais, mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont sensibles aux promesses et ils ont l'impression parce qu'ils investissent dans quelque chose, ils ont déjà une partie du résultat. Ouais. Mais en fait, non. Moi, je trouve qu'investir dans une formation, un coaching, un club ou quoi, c'est un très bon moyen de te mettre en mouvement. C'est un engagement que tu dois faire avec toi-même et il faut qu'il y ait le travail derrière après, quoi. Mais payer pour de l'accompagnement, c'est un premier pas qui te met en mouvement. Quand tu payes pas les choses, il se passe moins de choses. Moi, j'ai plein de coachés, je les signais, ils payaient et il se passait déjà des trucs de ouf. Parce qu'en fait, pas parce que c'est magique, parce qu'ils se mettaient en mouvement, ils étaient dans une posture beaucoup plus ouverte, d'apprentissage, parce qu'ils ont payé, donc ils veulent rentabiliser le truc, tu vois. Ouais, donc l'acte de payer, les responsabiliser quelque part. C'est ça. Parce qu'on n'a pas forcément les services
public. Tu te bouges beaucoup plus. Ouais. Parce que quand tu vas dans un incubateur qui est gratuit, tu fous rien et tu peux y rester pendant 1 an et demi et tu as le chômage à côté et voilà. En fait, Ça te motive pas à aller plus loin. Ça te bouge pas. Par contre, ça coûte de l'argent à la collectivité. Quel conseil tu donnerais à un entrepreneur qui veut se lancer aujourd'hui, qui a une idée, il démarre de zéro, il n'a pas forcément le réseau, il n'a pas forcément les connaissances, un peu comme toi au début, tu as pu l'être. Quel quick win tu pourrais lui donner comme ça pour lui dire vas-y, lance-toi et... Justement, lance-toi, quoi. Arrête la réflexion. La réflexion, c'est pas un truc d'entrepreneur. C'est l'action, en fait. C'est comment... Pose-toi, qu'est-ce que tu veux faire, à qui tu veux vendre, comment tu peux aller trouver les gens à qui tu veux vendre et comment tu peux leur proposer déjà une première version de ce que tu veux vendre. Et donne-toi 48 heures, allez, une semaine si tu veux, pour lancer le truc. Et parler à des clients et commencer à avoir des prospects et signer un premier client. Et tu verras ce qui se passe. Et crois-moi, en faisant ça, en te mettant sur le chemin, il va se passer des choses. Tu vas comprendre des choses, tu vas avoir des réponses. Il va se passer des opportunités qui vont arriver. Et c'est comme ça que tu vas tirer le fil. Et petit à petit, moi, j'aime bien l'image du Rubik's Cube. Au début, tu as un Rubik's Cube qui est mélangé. Puis en fait, tu switches, tac, j'ai une face qui est alignée. Ok, je viens de comprendre ça. Tu peux pas tout comprendre a priori. Les systèmes complexes, il faut les analyser et adapter après. Tu peux pas tout créer de base, tu vois. Ouais, bien sûr. C'est comme, tu vois, Elon Musk, sa technique sur les fusées, ça a été de lancer un maximum de fusées, de voir comment elles se pétaient la gueule et comment elles explosaient, après d'analyser et du coup de pouvoir itérer et avoir la fusée qui après fonctionne. Et du coup, il a fait en 10 ans beaucoup plus de progrès que toutes les agences spatiales internationales qui, elles, sont dans le modèle très... on étudie tout jusqu'au moindre détail. Et en fait, notre fusée, on va la lancer, mais que dans 10 ans, tu vois. Et en fait, l'entrepreneuriat, c'est la version Elon Musk. C'est je lance des fusées qui vont se péter la gueule, je vais analyser, je vais comprendre des choses, et après, je vais arriver à la meilleure version. Ok, donc c'est garder une forme d'agilité, quelque part. Agilité, être obsédé par l'exécution, le court terme. C'est bien d'avoir une vision, mais il faut être obsédé par le court terme de qu'est-ce que je fais aujourd'hui, demain, après-demain, dans une semaine. Pas regarder à plus d'une semaine ou 2 semaines ce que tu dois faire. Traiter les problèmes un à un quand ils arrivent. Ça ne sert à rien d'anticiper des problèmes que tu n'as pas encore. Parce qu'en fait, tu vas en avoir d'autres auxquels tu n'avais pas pensé déjà. Et ils vont arriver au fur et à mesure, tu vas les traiter au fur et à mesure. Et il faut être passionné par ça, parce que l'entrepreneuriat, c'est des emmerdes toute la journée. Donc il faut, quand il y a un problème qui arrive, il ne faut pas se dire « Ah putain, il y a ça ». Bah non, c'est ton job, en fait, il y a un problème, ok, comment je le traite, comment j'avance, quoi. Bien sûr, il faut avoir les reins solides. Et après, l'entrepreneuriat n'est pas fait pour tout le monde non plus. Il faut quand même avoir ce mindset-là aussi, exactement. je pense. Mais par contre, tout le monde peut essayer. Tout le monde peut essayer, s'y frotter, se rendre compte que c'est pour toi, pas pour toi. Ça, c'est super. Mais après, oui, il faut quand même une force de conviction. Il faut être persuadé qu'on va y arriver. Il faut être dans l'exécution. Il ne faut pas avoir peur de bosser. Parce que clairement, monter une boîte, c'est pas être salarié. Même si tu peux bosser à fond quand tu es salarié, c'est pas pareil. Donc, non, c'est pas pour tout le monde. Je te laisse le mot de la fin, du coup. Est-ce que tu aurais un mot pour l'invitation, déjà. Ouais. Est-ce que tu aurais un mot pour nos auditeurs, peut-être un mot de la fin, un message que tu voudrais faire passer, qu'on n'a peut-être pas eu le temps de faire passer dans le podcast? Là, au moment où l'épisode va sortir, le Sky Club sera ouvert, parce qu'on l'ouvre le 9 décembre. Donc, j'invite à venir voir, à se faire un avis de ce que c'est, d'analyser la valeur, voir si c'est pour vous ou pas. Mais en tout cas, j'espère avoir un maximum d'entrepreneurs dans le Sky Club, parce que je l'ai vraiment construit avec Eric et avec Charles, notre troisième associé. Avec les tripes, tu vois, c'est pas un projet infopreneurial qui est là pour faire un coup, c'est un projet qui est là pour durer, qui a une vraie business unit de The Bitcoin Society, qui est lui-même un projet coté en bourse, sur lequel Eric a décidé d'investir tout son temps, alors qu'il pourrait être aux Bahamas à boire des cocktails. Donc c'est un truc long terme qu'on veut construire et on veut faire en sorte que ça devienne le plus gros possible. Très bien. En tout cas, je pense que le message est passé. Les auditeurs décideront, mais en tout cas, moi j'ai décidé de potentiellement venir aussi. Donc, trop bien, je t'accueille. Merci en tout cas Aurélien d'être venu dans le podcast. C'était un régal de te recevoir. Merci pour la discussion. À bientôt.
Merci à tous d'avoir suivi cet épisode d'Orange Grenadine. On se retrouve très bientôt avec un nouvel invité et n'oubliez pas de vous abonner. Merci à tous.